Bienvenue dans l'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Cela fait maintenant quelques années que je pratique l'ornithologie et le bagage m'a toujours intrigué. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le bagage, c'est une méthode d'étude scientifique des oiseaux qui consiste majoritairement à poser sur leurs pattes un anneau en métal. Cet anneau suivra l'oiseau tout au long de sa vie, permettant aux ornithologues et scientifiques d'en tirer diverses informations, allant des mouvements de population à la longévité de différentes espèces. En France, le premier suivi des oiseaux par bagage date de 1923. Plus de 6 millions d'oiseaux ont été bagués au cours des 100 dernières années. Pour autant, comment pratique-t-on le bagage ? Quelles espèces peuvent être baguées ? À quoi ce suivi scientifique sert-il ? Et comment fait-on pour devenir bagueuse ou bagueur ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai eu la chance et le plaisir d'interviewer Manon Guillain, qui est bagueuse et qui travaille au Muséum national d'histoire naturelle sur les questions de surveillance de la biodiversité. J'en profite également pour remercier Manon, Romain et Hugo qui m'ont permis d'assister à une séance de bagage au Jardin des Plantes en décembre 2023, me permettant de mieux visualiser cette activité. Bonjour Manon. Bonjour Léo. Alors pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter et me dire depuis combien de temps tu t'intéresses aux oiseaux ? Alors moi je m'appelle Manon Guillain, je travaille au Muséum d'histoire naturelle sur les questions de surveillance de la biodiversité et je m'intéresse aux oiseaux depuis assez longtemps en fait. Depuis toute petite j'aime bien les animaux, je m'intéresse aux animaux et quand j'étais au collège j'ai fait un stage dans un centre de soins pour la faune sauvage où il y avait surtout beaucoup d'oiseaux et beaucoup de passionnés d'oiseaux et ils m'ont un peu transmis cette passion. On se retrouve pour faire un épisode sur le bagage des oiseaux. Est-ce que tu pourrais me décrire pour des gens qui ne connaissent pas en fait ce qu'est le bagage ? Alors le bagage c'est un outil scientifique qui consiste à marquer un oiseau, donc le plus souvent en lui fixant une bague à la patte, avec un numéro unique que lui seul portera. Ce qui permet d'avoir vraiment un marquage individuel et donc de pouvoir suivre par exemple ses déplacements, de pouvoir estimer son taux de survie, etc. Et ça peut se faire sur un grand nombre d'oiseaux en même temps parce que les bagues c'est vraiment un coût limité. C'est un peu un complément des méthodes de comptage habituelles où on observe les oiseaux, on compte combien il y en a parce que là on a vraiment un suivi à l'échelle de l'individu. Je ne sais pas si tu as connaissance du chiffre, mais combien d'oiseaux sont bagués à la fois en France et en Europe ? Parce que ce n'est pas une discipline qui est que française. De mémoire, il y a tout un réseau européen. En France, on bague environ 100 000 oiseaux par an. Et en effet, il y a tout un réseau européen, ça s'appelle Euring. C'est un réseau où tous les centres de bagage européens se mettent en concordance pour s'échanger les données de bagages et d'oiseaux en Europe. J'avoue, j'ai pas le chiffre exact de combien d'oiseaux on bague en Europe, mais voilà, en France, c'est 100 000. Pour baguer 100 000 oiseaux, est-ce qu'il y a une approximation d'à peu près du nombre de bagueurs français et françaises qui font ces opérations ? Je pense qu'on est en bagueurs et bagueuses environ 300 actifs par an. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé au départ, mais tu es bagueuse depuis combien de temps du coup ? Moi, je suis bagueuse depuis 2013, donc j'ai commencé... Bon, je reparlerai après de la formation. Mais oui, depuis 2013, donc ça fait 11 ans. Et sur les bagueurs et bagueuses actifs, tous les ans, on a environ 5% de femmes seulement. Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est peu. Après, techniquement, sur le terrain, en fait, comment est-ce que tu vas faire justement pour baguer les oiseaux ? On avait fait une session ensemble dans les jardins du muséum en décembre dernier. Comment est-ce que tu t'attrapes les oiseaux, tu leur fixes une bague, tu les relâches ? Enfin, quel est le protocole que vous suivez ? Alors la première étape, c'est comme tu l'as dit, de capturer l'oiseau. Alors il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus classique qu'on utilise pour les petits passereaux, c'est-à-dire les rouges-gorges, les mésanges, etc. C'est une méthode avec des filets qui sont vraiment adaptés pour ça et qui permettent de les capturer sans les blesser. Ensuite, une fois qu'on a capturé l'oiseau, la première chose à faire, c'est d'identifier son espèce. Si on ne connaît pas son espèce, on ne va pas le baguer. Et ensuite, donc, on va lui poser une petite bague en aluminium, le plus souvent en aluminium pour les petits oiseaux, sur lesquels il y a un numéro unique qui permet de l'identifier. Une fois qu'on a posé cette bague, on va prendre différentes mesures. Déjà, on va essayer de connaître son sexe, savoir si c'est un mâle ou une femelle, essayer d'estimer son âge.
Donc quand on dit son âge, c'est savoir quelle année il est né. Souvent, pour les mésanges ou les rouges-gorges, ça va savoir s'il est né cette année ou s'il est né avant. Et donc ça, tu le sais à partir de quoi? C'est le plumage? Enfin, qu'est-ce qui te permet de le dire? En fait, il y a plein de critères différents en fonction des espèces, mais souvent c'est des indices sur le plumage, des limites dans la mue. Les jeunes, ils vont encore avoir des plumes de juvéniles, alors que les adultes les auront muées. Typiquement sur les mésanges, je ne sais pas si tu te souviens, c'est ce qu'on avait vu. Il y a vraiment une limite entre les plumes juvéniles et les plumes adultes, et c'est comme ça qu'on sait qu'elles sont nées dans l'année. Donc une fois qu'on a estimé son âge, son sexe, pareil, c'est souvent avec le plumage aussi. On va faire quelques mesures, par exemple, on va quasiment systématiquement mesurer son aile et son tarse, ce qui va nous donner des indices, par exemple, de l'origine des populations, parce qu'on sait qu'au nord, il peut y avoir des populations plus grandes de mésanges, par exemple. Donc, ce qui peut nous donner un peu des indices de son origine. Et aussi, on va prendre sa masse. Et donc, quand on relie la masse et la taille, ça nous donne un indice de conditions corporelles, un peu, de savoir est-ce que l'oiseau est en forme ou pas. Et enfin, en fait, sur certaines espèces, on va prendre des mesures en plus, selon les études, selon les besoins. Par exemple, chez les hirondelles rustiques, on va mesurer la queue, ce qui va nous permettre de savoir si c'est un mâle ou une femelle en fonction de la longueur de la queue. Là, on a surtout parlé de passereaux. Est-ce que tu as aussi des bagages pour des oiseaux qui ne sont pas des passereaux, comme par exemple soit des goélands, des rapaces, ce genre de choses? Alors, potentiellement, on peut baguer tous les oiseaux. Même les foulques macroules, tu peux... Potentiellement, oui, il y a des pièges pour ça, en fait. La difficulté, c'est de réussir à les capturer, en fait. Donc, pour d'autres oiseaux, on ne va pas utiliser des filets japonais. On a d'autres pièges, des cages, des nasses, ou baguer directement dans le nid. Et donc, ça, c'est une des difficultés. Et après, l'autre difficulté, c'est aussi qu'on a des espèces qui vont être beaucoup plus sensibles à la capture ou au dérangement. Et donc là, à moins d'avoir vraiment une question scientifique importante qu'on se pose, on va essayer d'éviter de les déranger. Pareil pour les populations qui seraient en déclin ou qui seraient un peu fragiles. On ne va pas aller faire du bagage et les déranger alors qu'on peut les suivre en les comptant, par exemple. On a mentionné le fait qu'on puisse baguer différentes espèces. Est-ce que toi, de ton expérience, il y a des espèces qui sont plus faciles ou moins faciles à baguer? Moi, comme beaucoup de bagueurs et de bagueuses, je suis habituée à baguer les petits passereaux. Donc ça, c'est assez facile, c'est la routine. Après, il y a des espèces un peu plus difficiles. Alors, pour moi, le pire, c'est la perruche à collier parce qu'elle est vraiment hargneuse. Elle arrive vraiment à nous manger les doigts et elle fait bien mal. Mais sinon, non. Après, c'est vraiment plus les techniques de capture en fait, qui vont être difficiles. Après, le bagage en soi, voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué de baguer un gros oiseau qu'un petit. Tu l'as évoqué d'une certaine manière tout à l'heure en disant qu'en fait, il y avait des programmes de recherche associés au bagage. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu les différents types de programmes de bagage qui existent actuellement en France? Alors, on a d'une part ce qu'on appelle les grands programmes nationaux, qui ont des protocoles standardisés et que tous les bagueurs peuvent faire un peu partout en France. Donc, il y a deux axes, on appelle ça deux axes. Il y a le premier axe, c'est l'axe démographie, où on va avoir des programmes de bagage qui vont se centrer sur les paramètres démographiques. Donc, par exemple, on appelle le suivi temporel des oiseaux communs par capture. Donc, c'est le stock en période de reproduction, ce qui va nous permettre d'estimer des taux de survie des oiseaux d'une année à l'autre, la productivité, donc le nombre de jeunes qui vont produire par an, et le recrutement, savoir s'il y a de nouveaux individus qui arrivent dans une population. Toujours dans cet axe démographie, on a ce qu'on appelle les SPOL, les suivis ponctuels des oiseaux locaux. Et ça, c'est typiquement le SPOL mangeoire, donc le programme où tu étais venu, où en fait on va baguer les oiseaux en hiver à la mangeoire pour suivre une même communauté d'oiseaux tout au long de l'hiver. On a aussi donc dans ces grands programmes nationaux, on a le deuxième axe qui va suivre plus tout ce qui est migration et dispersion des individus. Notamment, on a deux gros programmes qui concentrent une grosse majorité des données de bagage en France qui vont suivre la migration. Il y en a un qui va suivre la phénologie de migration des oiseaux. Alors, est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est la phénologie pour les gens qui ne connaissent pas? Donc en gros, on va essayer de savoir si les oiseaux passent plus tôt ou plus tard en migration en France. Parce que la France, c'est vraiment une voie de migration importante pour les oiseaux européens qui vont en hiver descendre au sud, donc en Afrique, voire au sud de l'Afrique.
et au printemps remonter pour se reproduire en Europe. Et donc la France, comme elle est centrale en Europe, il y a vraiment énormément d'oiseaux européens qui passent par là en migration. Et donc c'est important de savoir à quelle date les oiseaux passent, s'ils passent plus ou moins tôt ou tard, pour protéger l'habitat où ils passent notamment. Dans les programmes de migration, on a un autre programme qui va étudier ce qu'on appelle la halte migratoire. Donc, c'est-à-dire quand des petits passereaux vont migrer, ils vont s'arrêter sur des sites, rester plusieurs jours pour reprendre des forces, pour faire des réserves pour la migration. Et donc ça, on va l'étudier également pour savoir combien de temps ils vont rester sur ces sites. Est-ce qu'ils vont perdre du poids ou prendre du poids ? Et donc c'est très intéressant aussi pour évaluer un peu la qualité des sites. Et dans ces programmes d'immigration, il y en a aussi qui sont centrés sur des espèces en particulier. Par exemple, il y a un programme qui se concentre uniquement sur le phragmite aquatique. Donc c'est une espèce européenne qui est en déclin. Et on sait que la France, c'est un axe de passage incontournable pour sa migration. Donc on a besoin de connaître les sites par lesquels il passe et il s'arrête durant sa migration pour l'aider au mieux, pour préserver ces sites. Donc tout ça, c'est les programmes vraiment nationaux que n'importe quel bagueur peut faire en France. Et ensuite, on a aussi des programmes qu'on appelle à accès limité, des programmes personnels, où par exemple ça va être un chercheur, une personne qui a une question particulière sur une espèce en particulier, une question scientifique, qui va demander à déposer un programme. Donc par exemple sur les cigognes, les rapaces, enfin voilà, les laridés, tout ce qui sort un peu des passereaux ou de l'ordinaire, j'ai envie de dire. Et donc ça, c'est à l'initiative du bagueur ou de la bagueuse. Tu proposes un programme et ensuite tu le mènes. C'est ça, en fait, c'est le bagueur ou la bagueuse, ou même d'autres personnes, des chercheurs qui peuvent proposer un programme et demander de l'aide aux bagueurs et aux bagueuses pour intervenir. Et en fait, ensuite, le programme est évalué par le CRBPO et par d'autres personnes indépendantes pour savoir s'il est justifié et si, évidemment, on s'interroge sur est-ce que ça vaut le coup de déranger les oiseaux, parce qu'il y a un petit peu de dérangement, forcément, pour répondre à cette question scientifique. Tu as mentionné un acronyme, le CRBPO. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est et justement, en fait, quel est son lien avec les bagueurs et les bagueuses français ? Alors le CRBPO, c'est le Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux. Et en gros, c'est le centre qui va alors d'abord centraliser toutes les données de bagage. Donc toutes les données d'oiseaux bagués doivent remonter au CRBPO pour pouvoir faire des échanges entre bagueurs et aussi à l'international, en fait, parce que ça ne sert à rien d'avoir bagué un oiseau si on ne sait pas ce qu'il devient et si on n'a jamais le retour des données. Et c'est aussi lui qui a la compétence pour délivrer les autorisations de capture, c'est-à-dire autoriser les personnes à capturer les oiseaux pour pouvoir les baguer. On y reviendra plus tard, mais tu ne deviens pas bagueur du jour au lendemain. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très standardisé. Juste, tu l'as brièvement évoqué, donc vous baguez les oiseaux. Ensuite, après, il y a des taux de contrôle et de reprise. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre les deux et après le calcul actuel en fait, du nombre d'oiseaux qui sont contrôlés et repris en France ? Ce qu'on appelle les reprises, c'est quand un oiseau est retrouvé mort. Alors ça peut être par n'importe qui. Il y en a beaucoup par les chasseurs notamment qui vont chasser un oiseau et voir qu'il a une bague et envoyer la donnée au CRBPO justement. Et donc ça, il y en a à peu près 5000 par an. Donc sur les 100 000 oiseaux bagués par an, on a à peu près 5000 reprises. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les contrôles. Et ça, c'est ce que par exemple les bagueurs peuvent faire quand on capture des oiseaux. Des fois, on en capture qui ont déjà été bagués. Donc que ce soit à une session précédente ou l'année d'avant, par exemple. Par exemple, à Paris, là, au Jardin des Plantes, on contrôle des oiseaux qu'on a bagués là en février. On peut en contrôler qu'on a bagués en novembre, au début de l'hiver. Ou 1 an avant, ou 2 ans avant, ou des fois on a même des mésanges, ça fait 6 ou 7 ans qu'elles traînent au Jardin des Plantes et qu'on recapture et qu'on recontrôle et qu'on relâche. Et ce qui permet vraiment d'avoir une idée de leur taux de survie, de savoir combien de temps elles vivent, de leur longévité, etc. Et donc ça, ces contrôles, c'est plusieurs dizaines de milliers de données par an, sachant qu'en fait on a aussi ce qu'on appelle les contrôles par bague couleur. Donc il y a certains oiseaux, on va rajouter une bague couleur avec un numéro. Par exemple, les goélands, en fait, on va les attraper poussins et on va leur mettre une bague en couleur, avec un numéro qu'on peut lire à distance, ce qui permet, en fait, par exemple, n'importe qui se promène sur la plage voit ce goéland et peut donner le numéro de bague, ce qui permet d'avoir une donnée de contrôle de cet oiseau, parce qu'en fait, une fois qu'ils sont adultes, c'est beaucoup plus compliqué de les recapturer pour relire la bague. Imaginons qu'une personne qui écoute ce podcast voit un goéland ou n'importe quel oiseau avec une bague de couleur. Donc tu lis la bague et ensuite tu transmets l'information, tu la transmets à qui ? En fait, sur les bagues couleurs, c'est un peu compliqué parce que c'est à chaque porteur
de projets à qui on doit transmettre la donnée. Mais dans le doute, les personnes peuvent contacter le CRBPO qui pourra les réaiguiller. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en fait, est-ce qu'il y a des risques qui sont associés au bagage des oiseaux? En fait, je pense notamment au fait que ils sont attrapés dans des filets, donc théoriquement, c'est un peu stressant quand tu es un passereau qui pèse 30 grammes, ensuite d'être pris en main. Comment est-ce que tu évalues ce risque et comment est-ce qu'on le limite sur le terrain pour éviter toute casse? Alors déjà, pour ce qui est du port de la bague, donc rien que le fait d'avoir une bague à la patte, il y a beaucoup d'études qui ont montré que ça avait quasiment aucun impact, juste de porter une bague. Après, c'est vrai qu'au moment de la capture, il peut y avoir un risque pour l'oiseau, notamment des risques de stress ou de blessures légères. Ils peuvent se blesser également quand ils sont capturés au filet ou par d'autres méthodes de capture. Alors pour limiter ces risques, on va documenter tous les problèmes qu'on détecte. Si on a un oiseau qui repart quand on le relâche avec un petit coup de stress ou avec une petite blessure, etc., on va toujours noter ce qu'on observe, ce qui va permettre d'identifier des espèces à risque ou des conditions à risque, et donc de mettre en place des solutions pour limiter tout ça. Sachant que ça arrive dans moins de 1 cas pour 1000 en fait. Grâce à cette documentation, on a pu estimer que les blessures, les coups de stress, etc., c'était moins de 1 cas pour 1000. Pour éviter tout ça, on a plusieurs solutions, notamment la première solution, c'est la rapidité. Donc si on voit qu'on a beaucoup d'espèces à risque ou des conditions à risque, on va essayer d'aller plus vite pour les enlever du filet, pour les baguer, etc., pour qu'ils soient dérangés moins longtemps. Donc pour ça, soit on essaye d'être plus nombreux, soit on limite le nombre de filets pour qu'il n'y ait pas trop d'oiseaux et qu'on ne soit pas débordés. Ensuite, une deuxième solution, c'est de prioriser. Donc comme on sait qu'il y a certaines espèces qui sont plus à risque, on va les baguer en priorité pour les faire moins longtemps attendre. Par exemple, en hiver, quand il fait froid, un petit pouillot véloce, il peut vite avoir froid, donc on va vraiment le baguer tout de suite, le relâcher tout de suite pour le garder le moins longtemps possible. La troisième solution, c'est de s'adapter à la météo. Par exemple, s'il fait très chaud, caniculaire, on ne va pas laisser les oiseaux longtemps emprisonnés dans le filet, on va essayer d'aller au plus vite. Ou pareil, quand il fait très froid. Et même en fait, quand les conditions météorologiques sont vraiment mauvaises, on ne bague pas, tout simplement pour ne pas prendre de risques pour les oiseaux. Tu as mentionné le pouillot véloce. Est-ce que tu as un exemple d'un autre passereau qui, lui, serait sujet, par exemple, à beaucoup de stress lorsqu'il est attrapé ou sinon qui a tendance à mal réagir lorsqu'il est attrapé dans un filet? Le bouvreuil pivoine est connu pour très mal supporter la captivité, en fait, la capture et la contention. Donc vraiment, ceux-là, on les bague très vite et on les relâche très vite. Ce qui est un peu une déception des fois pour les Z-baggers parce que c'est un très bel oiseau. Mais vraiment, on le sait, c'est documenté qu'il est très sujet au stress. Donc vraiment, on ne traîne pas. Dès qu'on en a un, on le repère, on le bague tout de suite, on le relâche tout de suite. Tu l'as mentionné tout à l'heure, lorsque vous baguez, en fait, vous prenez plein de différentes mesures qui sont associées aux oiseaux. À quoi elles vous servent, en fait, toutes ces données, au final? Et qu'est-ce qu'elles ont, par exemple, permis d'apprendre sur les oiseaux? Qu'est-ce qu'on a appris grâce au bagage? Le but à l'origine du bagage, c'était de connaître surtout les voies de migration des oiseaux, savoir où est-ce qu'ils vont en hiver, notamment parce qu'on sait qu'ils descendent au sud, mais on ne sait pas exactement où. Donc ça, c'est de plus en plus documenté. Il y a des atlas qui ont été faits à partir de toutes ces données, etc. C'est aussi que ça évolue, en fait, que ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps et qu'au fur et à mesure des années, avec les perturbations anthropiques qu'on connaît, ces zones de migration, etc., peuvent évoluer. Donc, même si on sait maintenant où migrent les oiseaux, c'est toujours intéressant de les étudier sur le long terme pour connaître l'évolution de ces voies de migration. L'ensemble des données de bagage, et notamment les grands programmes nationaux, on essaye de valoriser de plus en plus ces données. Et donc sur la migration, en ce moment, on travaille sur la création d'un indicateur sur la phénologie de migration, donc c'est-à-dire les dates de migration, et notamment sur une trentaine d'espèces de petits passereaux, on essaye de savoir si chaque année, quand ils traversent la France, est-ce qu'ils passent plus tôt ou plus tard? Comment ces dates de migration sont modifiées? Est-ce qu'il y a une influence du climat, etc. Après, sur les données en période de reproduction aussi, on a essayé d'estimer des taux de survie des oiseaux ou des taux de productivité, savoir si un adulte va faire plus ou moins de jeunes par an,
etc. Et par exemple, lors de ma thèse, j'ai estimé des taux de survie chez les passereaux, les adultes, donc chez les 30 espèces les plus communes en France. Et on a remarqué que d'une année à l'autre, en fait, chez toutes ces espèces, on allait avoir des années où toutes les espèces ont des adultes qui survivent bien, ou toutes les espèces ont des adultes qui survivent pas bien. Et en fait, entre les espèces, il y a vraiment une synchronie dans la variation de ces taux de survie des adultes. Donc pendant longtemps, on a cru que en fait, chez les passereaux, ce qui était important, c'est ce qui se passait sur leur zone d'hivernage, et que c'était ça qui allait influencer leur survie. Et en fait, on remarque que c'est très important ce qui se passe sur leur site de reproduction et qu'ils ont vraiment besoin d'avoir des sites de reproduction avec une très bonne qualité, avec pas de dérangement, etc. parce que c'est vraiment capital dans leur cycle de vie comme période. Une question un peu annexe, mais est-ce qu'il y a des choses qui restent à découvrir dans le bagage et qui peuvent sur les oiseaux, qu'on ne sait pas encore, et justement le bagage est ce qui nous permettra de le découvrir ? Je pense qu'il y a toujours plein de choses à découvrir et c'est pour ça que, par exemple, les programmes personnels, il y en a des nouveaux tous les ans avec des gens qui se posent des questions sur des espèces en particulier. Je crois qu'il y aura toujours des choses à découvrir et notamment parce qu'en fait, ça évolue. Ce qu'on sait des oiseaux actuellement va évoluer dans le temps encore, donc il y aura toujours des choses à découvrir. Et est-ce que justement dans cette évolution du bagage, maintenant on a de plus en plus de balises GPS qui sont miniaturisées, maintenant elles sont assez petites. Est-ce que selon toi, est-ce qu'en fait ça rentre en compétition avec le bagage ? Est-ce que c'est une nouvelle étape dans le bagage ? Comment ça va en fait impacter ta pratique ? Pour moi, c'est complémentaire parce que déjà, ça reste assez cher en fait. C'est plus cher que poser des bagues. Et donc vraiment, des bagues, on peut en poser des milliers, enfin là, je l'ai dit, 100 000 par an. Les balises GPS, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus de dérangement pour l'oiseau. Mais c'est sûr que ça apporte des données complémentaires incroyables pour connaître les déplacements des oiseaux, notamment. C'est super. Non, c'est vraiment complémentaire. Mais ça remplacera pas le bagage, parce que le bagage, ça permet vraiment de baguer des milliers et des milliers d'oiseaux à un coût très faible. Et il y a plein de choses pour lesquelles on n'a pas besoin de mettre des balises GPS pour les taux de survie d'une année à l'autre, sachant que la balise GPS sur un petit passereau, elle ne durera pas tout le long de la vie du passereau. Enfin, ça a des longévités limitées aussi. Une autre question que je voulais te poser, c'est donc... tu l'as mentionné à plusieurs reprises, le mot longévité. En fait, le bagage permet d'apprendre un peu la durée de vie d'un oiseau. Est-ce que tu as des exemples d'oiseaux pour lesquels on a été surpris d'apprendre leur durée de vie ? Que ce soit des passereaux ou des grands oiseaux ? Moi, je me souviens quand j'ai analysé les données de stock capture pour ma thèse, j'ai vu qu'il y avait un accenteur mouché, donc c'est un petit oiseau marron qu'on confond souvent avec le moineau, qui avait vécu 9 ans. Et je trouvais ça fou parce qu'en fait, c'est vrai que sur ces petits oiseaux, en général, ils vivent plus 1, 2 ou 3 ans, quoi. Donc je trouvais ça intéressant. Et après, on sait qu'il y a des longévités incroyables, par exemple chez les albatros qui peuvent vivre jusqu'à 60 ans, et ça, on le sait que grâce au bagage. On n'en a toujours pas parlé, mais on l'a évoqué en début d'entretien. Comment est-ce qu'en fait on fait pour devenir bagueur ou bagueuse ? C'est un processus de mémoire qui prend longtemps. Est-ce que tu as des conseils pour des gens qui voudraient s'y lancer ? Pour devenir bagueur ou bagueuse, la première étape, c'est de se former auprès de bagueurs ou bagueuses dans notre région ou ailleurs d'ailleurs. Et en gros, donc, faut y aller bénévolement et donner un coup de main. Et au fur et à mesure, on apprend à manipuler les oiseaux, à prendre les mesures, à poser les bagues, etc. Ça, en général, ça prend minimum 2-3 ans. Après, ça dépend du temps qu'on a à y accorder parce que c'est très long. Et quand on est étudiant, c'est bien parce qu'on peut faire ça pendant les vacances scolaires. Après, une fois qu'on travaille, c'est plus compliqué. Donc voilà, donc on se forme comme ça. Une fois qu'on est prêt, on va passer ce qu'on appelle une épreuve théorique où on a un examen, notamment où on doit essayer de reconnaître des oiseaux. Donc soit des oiseaux en liberté, des oiseaux comme un ornithologue les observerait, soit des photos d'oiseaux en main, où on devra essayer de déterminer d'après la photo l'espèce, l'âge, le sexe de l'oiseau. Donc une fois que cette épreuve théorique est validée, on a ce qu'on appelle une épreuve pratique, où en fait on est pendant une semaine un peu en autonomie sur le terrain. Et il y a un examinateur qui vient nous voir régulièrement, qui vérifie nos mesures, qui vérifie qu'on a bien installé nos filets, etc. Si on réussit cette épreuve, on a... alors ça ne s'appelle pas un permis de baguer, mais ça s'appelle une autorisation de capture en fait. Donc le CRBPO va nous donner l'autorisation de pouvoir capturer des oiseaux. Et cette autorisation, il faut la renouveler tous les ans. Donc tous les ans, on doit envoyer les données d'oiseaux qu'on a bagués, corriger nos erreurs si on a fait des erreurs en envoyant les données l'année d'avant.
Et là, on va avoir notre autorisation qui est renouvelée Donc annuellement. chaque année, tu dois rebaguer un certain nombre d'oiseaux? Non, il n'y a pas de minimum, forcément. Il faut montrer qu'on a un peu bagué. Moi, il y a plusieurs années où je n'étais pas en France, mais j'ai quand même bagué ailleurs, donc ça va. Après, c'est vrai que si on ne bague pas pendant une très longue période, je pense qu'il faut... Des fois, on refait passer un petit examen quand même pour être sûr qu'on a encore toutes les compétences. Je trouve qu'il y a un aspect dans le bagage qui peut faire peur, c'est la manipulation des oiseaux, parce que tu as quand même peur de leur faire mal, ils sont beaucoup plus petits que toi. Quel conseil tu aurais justement sur déjà appréhender ce stress-là, faire des bons gestes techniques? Est-ce que c'est faire beaucoup de stages auprès de différents bagueurs et bagueuses? Je pense que pour moi, c'est le plus important, c'est d'aller voir différentes personnes, différents bagueurs, différentes bagueuses, justement pour apprendre un peu de chacun et faire un peu le tri et prendre les choses qui nous conviennent le mieux de chacun et profiter des compétences de tout le monde en fait. Aller un peu partout, donc pas que dans sa région, mais dans d'autres endroits en France, ça permet aussi de baguer d'autres espèces qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de baguer. Et un autre conseil, c'est de pratiquer l'ornithologie à côté, donc sortir, observer les oiseaux, etc., pour mieux les connaître. Ça, c'est quand tu veux devenir bagueur généraliste. Enfin, il me semble que tu as une distinction entre les spécialistes et les généralistes. Donc, généraliste, tu bagues un peu tout. Spécialiste, tu bagues une seule espèce, c'est ça? Oui, plus ou moins, oui. Pour devenir spécialiste, est-ce que c'est le même fonctionnement? En fait, ça dépend de ce que tu veux faire et de quels oiseaux tu veux baguer. Par exemple, quelqu'un qui voudrait baguer les chouettes hulottes et qui voudrait avoir un programme scientifique là-dessus, il n'a pas besoin de savoir baguer les petites mésanges, etc. Donc il va se former auprès de personnes qui baguent des chouettes pour apprendre les bons gestes, pour apprendre à identifier les âges, etc. Et après, généraliste comme spécialiste, on a ce qu'on appelle un carnet de formation avec des compétences à valider. Et donc les spécialistes aussi ont des carnets de formation mais simplifiés, avec des compétences bien précises qui sont déterminées. Et ils doivent ensuite aussi passer une épreuve théorique, mais simplifiée évidemment, où ils n'auront pas toutes les espèces, et une épreuve pratique également. Et alors après, question un peu impertinente, mais si tu devais être un oiseau, quelle espèce est-ce que tu choisirais et pourquoi? Ça n'a pas besoin d'être expliqué par des choses hyper rationnelles, mais qu'est-ce qui, toi, t'attirait chez une espèce? Moi, j'adore les manchots empereurs, c'est vraiment mon oiseau préféré. Déjà, ils sont super résistants, quoi. Ils vivent vraiment dans le froid et tout. Je trouve ça incroyable. Et j'aime bien leur façon de vivre en communauté aussi, tous ensemble. Et puis, ils sont vraiment incroyables. Ils sont polyvalents aussi. Ils vivent sur Terre et sous l'eau, où c'est des nageurs incroyables. Ils peuvent aller super profond. Et du coup, dernière question. Toi, donc, autour de ton expérience de bagueuse, quels sont ton ou tes plus beaux souvenirs de bagage? Des événements qui t'ont marqué? Moi, ma plus belle expérience, je pense que c'était quand j'étais aux îles Kerguelen. J'ai eu la chance d'aller sur l'île de Maïès, qui est une petite île isolée dans l'archipel de Kerguelen, où il y a des suivis des pétrels et des océanites par le bagage. Et je trouve ça incroyable, non seulement pour les espèces qu'on n'a jamais l'occasion de voir si près, en fait, qu'en général on voit en mer au loin. Parce que du coup, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des oiseaux pélagiques que tu verras seulement à la longue vue, qui sont très très loin en mer. C'est ça, alors que là, il y a du bagage, par exemple, pour les pétrels plongeurs, on va les baguer au nid, donc on a vraiment les poussins dans les mains pour les baguer. C'est vraiment incroyable. Et au-delà des espèces, en fait, c'est l'ambiance, c'est le fait d'être sur une île, au milieu de nulle part, sans internet, sans téléphone, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup Manon. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lule, un podcast dédié à l'ornithologie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver et suivre le podcast sur Instagram. Vous pouvez vous abonner sur différentes plateformes, noter le podcast et en parler autour de vous. Dans tous les cas, je vous remercie de faire exister La Lule et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.